Donc, je disais tantôt que nous sommes bien en Italie, avec des jeunes frères. Ils auront le temps de se présenter tout à l'heure. Et nous allons devoir parler du coronavirus, qui est en fait le sujet du moment, qui est en train en fait de faire mouvoir le monde. Alors, la question est de savoir, l'Afrique est-elle préparée à affronter le coronavirus? C'est ce à quoi nos frères ici vont répondre. Alors, nous avons donc, monsieur, présentez-vous. Moi, c'est Mwanga Richel qui levait, étudiant à Rome également. Donc là, on est en famille, mais on en profite aussi de discuter un peu de l'actualité, de parler des enjeux et tout ce qui se passe au niveau sanitaire dans le monde. Et donc, nous y sommes avec le sujet coronavirus. Et à côté, nous avons Jacques Munombo Pumba. Bonsoir à tous, je suis Jacques Munombo, comme le disait tantôt Kalia Lumba, géologue de formation, basé à Rome en Italie il y a plus de 10 ans. D'accord. Alors, le sujet du moment, vous le savez tous. Il y a la psychose en Italie. Il suffit que quelqu'un tousse dans un métro pour que la plupart s'éloignent. En Chine, c'est presque l'hécatombe, on dirait. Surtout à Yuan. Et le virus est arrivé en Europe, notamment en Italie, où nous sommes en ce moment. Il est certes vrai que Rome est encore moins préoccupée, mais au nord de l'Italie, il y a des villes qui sont en quarantaine. Quelle est votre impression sur ce nouveau phénomène, sur cette maladie qui est en train en fait de bousculer le monde en quelque sorte? Eh bien, la psychose en soi, elle est justifiée parce qu'on ne peut pas tous avoir la même mentalité. Donc il y a ceux qui sont plus fragiles à l'information et ceux qui sont plus perceptifs aussi en fait à l'information. Et de ce fait, de ma part, je pourrais simplement dire que nous devons peut-être encadrer un peu le phénomène coronavirus par rapport au niveau territorial. Parce qu'actuellement, la psychose est plus dans le nord, donc la région Lombardie. Lombardienne et la région Veneto, donc Venise est plus ou moins toute la partie nord. Et donc Rome, il y a eu des cas au centre Spallanzani, qui est donc un centre des maladies infectieuses, où ils ont eu addirittura même à soigner et à guérir 3 patients malades de ce virus. Donc ça veut dire que c'est guérissable, c'est pas un tabou. Et les médecins sont en train de faire aussi leur part des choses et c'est encourageant. D'accord, c'est encourageant, comme le disait Richel. Quant à Jacques, avez-vous peur d'attraper le coronavirus? Avez-vous peur d'y laisser votre peau? Bien sûr que oui, comme toute maladie. Vous le savez très bien, les êtres humains sont des fois des malades qui s'ignorent. Donc on ne peut pas s'estimer heureux d'être atteint par une quelconque maladie. Non seulement le coronavirus, mais ça peut être le paludisme, une fois que nous sommes en Afrique. Ça peut être aussi la carie dentaire ici en Europe, un peu partout. Mais ce que je puis dire, c'est que franchement j'ai très peur parce que c'est quand même une maladie mortifère. Elle a eu à faire ses dégâts où elle a pris son origine selon les médias en Chine, bien que cette origine soit un peu contestée par l'opinion internationale, parce qu'il n'y a pas très longtemps je suivais une actualité sur ça, sur RFI. Donc, non mais vous n'étiez pas censé citer les chaînes internationaux, hein? Voilà. Ah ouais, vous ne leur faites pas la publicité gratuite quand même. Justement, voilà. C'était juste une parenthèse que je venais d'ouvrir. Je vais tout de suite aussi refermer. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui a pris son origine en Chine. Elle a fait vraiment des dégâts. Et sachant que cette maladie a eu à faire des dégâts, et moi j'ai bien peur que cela puisse continuer à s'éparpiller, disons, dans le monde entier, et surtout même en Afrique, où encore les structures sanitaires ne sont pas encore vraiment à mesure d'y faire face. D'accord, donc parlons de l'Afrique, effectivement. Pensez-vous que notre continent, votre continent, mon continent,
l'Afrique est-elle prête à affronter le coronavirus? Bon, moi je dirais personnellement non à ce jour, parce que nous savons que l'Afrique est confrontée à plusieurs maux. Quand on regarde l'Afrique dans son intégralité, on constate que quoi? Nous avons un problème de pauvreté, des maladies, l'Ebola, le sida, qui sont des maladies qui tuent et qui continuent à tuer les gens en Afrique. Donc je pense que coronavirus, si jamais ça arrivait en Afrique, les Africains ne seront pas encore prêts pour y faire face, parce que nous n'avons pas encore des grands hôpitaux. Mais êtes-vous au courant qu'elle est déjà arrivée en Afrique, notamment un cas qui a été décelé il y a quelques semaines en Égypte? Bien sûr, j'en suis informé, mais je pense que j'aurais souhaité que cela s'arrête qu'en Égypte. Mais s'il faut que ça arrive même en dessous du Sahara, c'est-à-dire à l'Afrique subsaharienne, où les conditions sanitaires sont encore moins bonnes, je pense que là-bas, il y aura encore plus de morts. C'est pourquoi je dis, j'ai pris tantôt l'exemple de l'Ebola et du sida. C'est des maladies qui continuent à tuer et jusque-là, on n'arrive pas encore à trouver des bonnes solutions. Oui, mais Ebola, on n'en parle plus. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on en parlait en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, je pense, pendant la période électorale. Mais ça a été quand même contenu, on va dire. C'est vrai que c'est une maladie qui s'en va et qui revient. En ce moment, vous ne pourriez pas taxer Ebola comme étant une maladie qui continue à tuer en Afrique en ce moment. Non, mais justement, s'il faut que je rebondisse sur ton assertion, monsieur Lumba Talia, Oui. l'Ebola en fait n'a pas pris sa disparition comme tu disais tantôt en RDC. Non, j'ai pas parlé Voilà. Ce que je j'ai voulais- pas parlé de disparition, je voulais- mais de contentement. Voilà, contentement. Voilà, je voulais mettre l'accent sur un fait qui est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, l'Ebola, on a tendance à ne plus en parler à travers les médias parce qu'on constate que le taux de mortalité a un peu baissé. Ah, d'accord. Mais sinon, la maladie y est quand même. Ah. Et on n'arrive pas à y faire face parce que nous avons des États qui sont très fragiles. C'est pourquoi j'aimerais souligner en disant ceci. Coronavirus, les pays africains ne sont pas encore prêts pour pouvoir affronter cette maladie. Pourquoi? Parce que le problème est aussi géopolitique. Et étant donné que nous avons des États fragiles, nous ne pouvons pas y faire face. D'où ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver des bons moyens pour pouvoir contrecarrer ce virus. Oui, mais ma question, c'est de savoir que vient faire la géopolitique dans cette maladie. Voilà, la géopolitique, pourquoi? Parce que vous savez, la politique, on la fait chaque jour. Même celui qui vend dans le bar, il fait la politique. Parce que la politique se prend soin de la cité. Oui. Donc Mais même parlons de géopolitique. de géopolitique. La géopolitique, c'est quoi? C'est la science. C'est une stratégie justement qui nous permet de comprendre un peu la politique, je vais dire, dans son sens propre. Je dis que ce problème touche la géopolitique parce que, voyez-vous, les États occidentaux, par exemple, c'est des pays qui sont aussi atteints du sida, par exemple. Je prends le cas du sida. Oui. Mais on constate que dans les pays occidentaux, le taux de mortalité en ce qui concerne le sida est moins, contrairement aux pays africains, plus précisément par exemple du Congo. Non, mais peut-être qu'ils ont juste pris des précautions qui ont fait que, à travers des politiques sanitaires comme le révèle, en fait le soulève Richel ici, pour essayer de contenir la maladie. Mais alors, par contre, la géopolitique, qu'est-ce qu'elle a à voir dans la maladie coronavirus, dans le sida? C'est ce à quoi j'aimerais bien comprendre. En fait, c'est ce dont j'aimerais comprendre. La géopolitique a sa part de responsabilité. Je réitère encore. Comme je disais tantôt, il y a une actualité que j'ai suivie. C'est que ce virus, le coronavirus-là, il y a des gens qui pensent que son origine d'abord a été fomentée. Elle ne prouvait pas de la Chine. Il y a eu Donc, alors là Voilà. vous parlez des théories du complot. du complot, voilà. Mais justement. attends, mais, Des théories du complot. Mais justement, mais il quand faut tu en vois- avoir aussi des preuves quand En fait, même. on appelle ça des guerres de nations. Je disais tantôt pourquoi la géopolitique. C'est qu'il y a des gens qui ont pensé, qui ont supposé qu'il serait peut-être une, on va dire quoi,
un coup monté par des Américains. Oh là là, attendez. Ouais. Bon, en tout cas, moi, Talia Loemba-Bouiti, je suis un bon Congolais avant tout, fier de l'être. Bon Africain avant tout, fier de l'être. Bon Noir avant tout, fier de l'être. Je n'ai contre personne, mais là, à pointer du doigt un État respectable comme les États-Unis d'Amérique. Non, j'ai dit il faut bien mesurer ces paroles, hein, parce que là, nous sommes en direct. Aviez-vous les preuves de ce dont vous êtes en train... Non, je suis resté au conditionnel, c'est parce que tu n'as pas peut-être bien suivi mon assertion. Je disais, il y a des pays qui auraient pointé du doigt les Américains de dire que ce sont les Américains... Quels sont ces pays-là? Il y a eu les pays d'Asie, tels que la Chine, tels que le Japon, tels que la Corée du Nord, pour dire que les États-Unis voudraient freiner la montée en puissance économique de la Chine. Mais vous parlez de la Corée du Nord et du Japon qui sont bel et bien alliés des États-Unis d'Amérique. C'est quand même curieux. Mais même la Chine aussi. La Chine, quand tu regardes dans les pays du Pacifique, la Chine est alliée aux États-Unis. Ça, je peux vous informer. Quand on parle des pays du Pacifique, on parle de quoi? On parle du Japon, on parle de la Chine, on parle de la Corée du Sud, on parle même de la Corée du Nord. Quand il s'agit des pays du Pacifique. C'est pour ça que vous allez retrouver les États-Unis. Donc tous ces pays-là sont à la fois alliés et se font des guerres. Justement, c'est ça. Donc notamment la Chine fait la guerre à son allié. Mais justement, l'humanité est commandée de cette manière. Mais en tout cas, ce soir, on découvre beaucoup de choses. Hein. Moi, je voulais simplement intervenir sur le cas africain avec le coronavirus. C'est vrai qu'en Afrique, on manque la structure au niveau des hôpitaux et des centres donc les structures sanitaires, vous voulez dire. Mais moi je pense que analyse faite, étant donné que le coronavirus attaque des personnes qui ont un certain âge, donc pour la plupart des vieux, je pense que l'arbre où notre pyramide des âges peut un peu nous sauver, je m'explique. Étant donné qu'on a une pyramide des âges qui est un peu plus pointue au niveau du dessus. D'accord. Et en bas, on a plus de jeunes. Pour faire bref, vous voulez dire que la base est constituée de jeunes, c'est-à-dire qu'en Afrique, on retrouve plus de jeunes et plus on manque. On a moins de voilà, il y a moins de vieux. Ça veut dire que c'est un virus qui peut moins sévir en Afrique parce qu'il y aura moins de contact avec le personnel. Donc, disons que disons des personnes un peu plus anciennes. Donc mais vous le dites sous la base de l'expérience italienne, c'est-à-dire la plupart des cas, notamment des 7 morts que l'on cite jusqu'à ce jour en Italie, on a constaté que ce sont de vieilles personnes. C'était des personnes quand même assez de 70 et plus. Voilà, donc il y avait déjà, on va dire pour certaines d'entre elles, une immunité un peu fragile. Un peu fragile. Voilà, mais est-ce le cas en Chine? Le cas de la Chine, c'est un cas aussi délicat parce que c'est vrai que même en Chine, il y a eu la mort aussi des médecins qui suivaient certains patients qui étaient contaminés parce qu'il y a eu le cas, je crois, de donc des médecins jeunes, vous voulez dire? Des médecins jeunes qui étaient peut-être dans la quarantaine, cinquantaine, qui suivaient un certain personnel contaminé. Mais il faut aussi voir, en fait, comme je disais, la nature de ce virus-là, son point de force. Là où il frappe ce virus-là. Donc c'est sûr que ceux qui étaient exposés, qui pouvaient être aussi des personnes aussi moins âgées, ont eu peut-être à prendre un peu ce virus-là à un certain niveau, à une certaine dimension qui a créé une accélération rapide jusqu'à à causer la mort. Donc comprendre un peu ce virus-là, l'étudier un peu plus en fond, savoir où est-ce qu'il frappe, comment est-ce qu'il frappe, où est-ce qu'il peut plus durer, sévir. C'est vrai que ça, à la base, c'est comme en fait une grippe, parce qu'on dit que c'est comme une grippe, mais qui s'attaque à l'aspect respiratoire, donc les poumons, ça accélère un peu la respiration, en fait, tout ce qui est en fait aspect respiratoire. Donc faut voir aussi avec le climat qu'on a en Afrique, si ça peut tenir le coup, si ça peut être moins influent, parce que nous on a le climat tropical qui est un climat assez chaud pour souffrir de tout ce qui est grippe et comme on dit ici en Italie, influenza. Donc comprenons un peu cet ennemi pour savoir un peu comment l'affronter, c'est ça l'enjeu. Comprenons un peu cet ennemi pour savoir un peu comment l'affronter. Ça, c'est bien dit. En effet, dans toute guerre, il est important de connaître son ennemi et aussi de se connaître soi-même.
Comme le disait un philosophe, connais-toi toi-même. Et oui, l'Afrique est-elle exposée? Point d'interrogation. Vous avez parlé notamment du climat. Oui, c'est un fait, puisque on constate notamment en Chine et dans les pays européens, la grippe, les virus liés à la grippe souvent ressurgissent pendant les périodes d'hiver. Est-ce que le climat africain ne serait pas peut-être une barrière contre ce virus? Point d'interrogation. Je ne suis ni médecin. Comment le saurais-je? Néanmoins, la question est bien posée. Il faut comprendre son ennemi. Peut-être qu'à certains degrés, ce virus ne peut point sévir. Mais cependant, il faut bien une réponse stratégique. Si cela arrivait à atteindre plusieurs pays, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? La méthode, je crois que c'est la même, étant donné que c'est un virus qui se transmet par masse migratoire, donc il faudrait limiter les mouvements, parce que si moi je suis contaminé, je suis en contact de mes frères ici, c'est sûr que je vais transmettre quelque chose. Donc, et si en plus je me déplaçais pour un pays hospitalier, ça veut dire que là-bas aussi je transmettrais. Donc, étant donné que ici la méthode qu'ils utilisent, c'est la limitation des mouvements, de contrôle de frontières et un personnel sanitaire quand même avisé, parce que c'est ça aussi. Si déjà ceux qui sont à l'hôpital ne transmettent pas l'instrument juste pour affronter le virus, je pense que même le patient qui vient, il se retrouve déjà malade dès le premier contact avec le personnel soignant. Donc je pense que contrôle des masses migratoires, comme ils le font ici, mais sans opprimer les victimes, parce qu'on doit pas aller dans la direction, on va opprimer les autres, on ne parle pas de ça. D'accord, et il me semble que Jacques Munombo voudrait bien dire quelque chose. Tout à fait. En fait, en ce qui concerne ce coronavirus, une fois qu'il pouvait traverser les frontières arrivées en Afrique, moi je préconise que nous devons absolument avoir un contrôle maximum au niveau des frontières. C'est-à-dire même au niveau de l'aéroport, comme on fait les pays occidentaux, et procéder aussi avec les masques de cache-nez, parce que cela peut éviter la contamination avec même son voisin. Et une fois qu'on aurait peut-être salué quelqu'un, que ce soit une personne connue ou inconnue, il faudrait bien se laver la main pour des raisons d'hygiène et tout le reste. Parce qu'on suppose que c'est un virus, et je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Dans un domaine que les médecins maîtrisent. Mais je pense quand même, comme il s'agit d'un virus qui serait peut-être une variante de la grippe, et donc il faut vraiment se munir un peu de ces moyens pour pouvoir éviter la contamination, c'est-à-dire faut faire appel aux conditions d'hygiène. Quelles sont ces conditions d'hygiène? Si vous pouvez en citer deux, trois. Ces conditions d'hygiène, c'est en fait celles que je viens d'énumérer. Il faut avoir des masques à cache-nez. Après avoir mais les masques à cache-nez, souvent c'est ceux qui sont affectés, qui devraient cacher le nez pour éviter de contaminer les autres. C'est faux. En tout cas, là, vous êtes en train de taper à côté, monsieur le Catalien. Ah bon? Parce que oui, à Rome, j'ai tourné pendant toute la journée. Et même hier, j'ai vu des gens qui ne sont pas contaminés, mais qui se sont procurés de ces cache-nez. Est-ce pas l'effet de la piscose? Mais justement, c'est ça. Parce qu'il faut bien s'informer à propos. C'est parce que c'est différent. Mais voilà. Faire quelque chose à cause de la piscose et en connaître peut-être la réalité profonde, c'est deux choses différentes. Mais justement, c'est ça, ça peut être une question de la piscose. Pour des mesures de prévention, les gens préfèrent déjà se munir de ces cache-nez. Oui, mais est-ce que ces gens-là font bien? Contamination de cette... Et comment se contamine-t-on Donc, ça, je ne saurais te le dire. Parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais oui, puisque
Mais à mon avis. Ce que je puis dire, si vous pouvez me laisser évoluer, D'accord. je serai long pour une minute. Oui. Ce que je puis dire, c'est que comme c'est un virus qui serait comme la grippe, justement parce que les gens ont tendance à cacher la partie du corps que les gens sont en train de vouloir cacher et cette partie du nez. Donc on suppose que il faut se protéger le nez et après avoir salué une personne connue ou inconnue, il faut se laver aussi les mains parce qu'on se dit que la transmission peut se faire facilement au niveau du nez. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Mais pourquoi interdit-on de toucher les yeux et la bouche? Bon, justement, en fait, je vais dire la partie faciale, voilà, du corps humain. Ah, d'accord, ok. La partie faciale, voilà. Vous voyez, on a évolué. Du nez, on est arrivé à la partie faciale. Bon, on continue le chemin. Pour la question à propos des yeux, par rapport à une petite analyse faite personnellement, je pense que si je suis dans les transports, les moyens de transport, parfois quand c'est entassé, donc quand c'est plein, on est coude à coude avec d'autres passagers. Et si quelqu'un éternue devant moi, tout ce que la personne éternue m'arrive sur mon visage. Donc ça veut dire quoi? Si je suis censé me tenir le visage, le front, les yeux, je suis en quelque sorte en train de prendre ces gerbes qui sont sur mon visage. Donc c'est tout à fait logique de préconiser une prévention qui parte du fait que l'on ne puisse pas se toucher les yeux, le visage, le nez, se couvrir complètement aussi avec des masques cachinés. Donc c'est simple la base de cette prévention. La question c'est de savoir l'Afrique de combien de masques va-t-elle se prémunir. Donc, parce que déjà si on manque de l'eau, on manque de quoi manger, on manque de l'électricité, même le masque un lendemain il va manquer. Mais bon, ça c'est à voir parce qu'on est actuellement dans un pays, on est actuellement dans un monde où l'émergence appelle à l'aide voisine. Donc un autre pays voisin peut aussi comprendre et nous aider de cette façon-là. Bon, nous allons conclure. Demandons un dernier mot de la part de nos interlocuteurs ici. Alors, que dites-vous, monsieur Jacques Munombo? Non, grosso modo, j'allais dire que le sujet était vraiment très intéressant parce que ça nous a permis de nous exprimer face à ce sujet qui bat son plein, face à cette maladie qui est en train de battre son plein, qui ne cesse de tuer aussi les gens dans les quatre coins du monde. Mais c'est qu'en ce qui concerne l'Afrique, parce que nous sommes africains justement, donc nous allons parler de l'Afrique. Et je dirais que l'Afrique n'est pas encore tout à fait prête pour pouvoir faire face à cette maladie. Ce que nous devons faire, c'est que tout ce que nous avons connu par le passé, comme les maladies, c'est-à-dire le sida, l'Ebola, ça c'est des maladies que nous avons connues vraiment il y a plus de 4 décennies, etc. Et comme disait un poète congolais, il faut bien comprendre son passé pour mieux inventer son futur. C'est pourquoi j'aimerais dire que si on peut essayer de comprendre un peu comment était la transmission du sida et même de l'Ebola dans nos pays africains, transmission dans quel sens? La transmission dans le sens que d'où provenait cette maladie? La provenance. La provenance, voilà. Donc le point zéro, vous voulez dire. Le point zéro, justement. Ah, ça c'est pertinent. C'est pertinent pourquoi? Parce que vous allez remarquer toutes ces maladies-là. Le sida, par exemple, on nous a fait comprendre que c'est une maladie inguérissable. Oui. Et l'OMS n'a jamais trouvé un remède concernant le sida. Et l'OMS, qu'est-ce que fait l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé? L'OMS n'a jamais rien fait. Et on comprend. Ah bon? Rien. Ah ben, on vous prendrait pour un complotiste depuis un moment. C'est-à-dire que vous êtes en train de sortir de ces choses. Non, pas pour un complotiste. Tout à l'heure, vous avez pointé le doigt aux États-Unis d'Amérique. Et maintenant, vous pointez le doigt à l'OMS. Parce que vous savez très bien qu'il y a eu en Afrique des jeunes intellectuels qui ont voulu travailler vraiment d'arrache-pied pour pouvoir trouver le remède du sida. Dans quel pays? Non, mais on parle par exemple du Bénin, on parle par exemple de la RDC par exemple. Donc, ouais, je ne me rappelle plus des noms, mais il y a des gens qui ont travaillé, qui ont trouvé. Mais après, disons, ce direct, pourriez-vous trouver les sources à me fournir? Bien sûr que oui. Okay. Si vous avez un peu de patience, je vous trouverai des sources. Donc je dis, ces jeunes gens ont été freinés dans leur élan. C'est pour dire que quoi? L'humanité telle qu'elle est conduite par des Occidentaux, tout nous lâche à conclure que... Là, vous pointez maintenant le doigt aux Occidentaux. Tout nous pousse à conclure que ce problème est géopolitique. Voilà ce que je voulais dire. Et vous, qu'est-ce que vous dites?
Ben, moi, ce que je peux simplement dire, c'est que pour la situation africaine et d'ailleurs tout le reste du monde, la garde, elle est élevée plus ou moins au même niveau, car la peur, elle se manifeste de la même façon. Et ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a d'abord ses mots à elle et prévenir encore ce qui est en train d'arriver, que l'on voit arriver, en fait, serait un autre poids sur nos épaules, donc à nous les Africains et dirigeants. D'accord. Et la prière va pour soi que rien ne se passe vraiment de aussi catastrophique comme on le voit dans les pays occidentaux, et que quand ça devrait arriver ou quand une situation comme telle se présenterait aux portes d'un pays africain, que les mesures qui s'appliquent déjà ici en fait se récidivent dans ces mêmes pays, parce que c'est ça en fait la méthode quoi. Ici ils ont abrégé des lois, apporté une solution, trouvé des méthodes. On peut qu'aller aussi dans la même direction, mais à la méthode africaine aussi, parce que c'est ça, parce qu'on reste d'abord africain et on a aussi notre Qu'est-ce que façon vous entendez vivre. par la méthode africaine? La méthode africaine, c'est celle qui concerne aussi notre culture à nous, qui concerne aussi notre façon à nous d'être, quoi. Parce que C'est-à-dire qu'aller puiser dans notre culture pour résister à cette maladie? Dans notre culture pour résister à cette maladie, mais si déjà l'homme blanc ici rentre dans le laboratoire pour chercher le vaccin, pour chercher quoi qu'il en soit. Et nous, on doit rentrer aussi, où? En fait, on a le laboratoire africain qui concerne quoi? Sa nature, qui concerne l'essence même de sa médecine, parce qu'on en a. Et donc je pense que... Merci. On ne va pas s'éterniser. En tout cas, c'est une question qui bat son plein ici. Tout le monde a peur. Il y a la piscose qui s'est installée. Cependant, vous savez, chacun va de soi. Chacun pense ce qu'il pense. Chacun dit ce qu'il dit. Mais la vérité, ce sont les scientifiques qui sont en ce moment sur le pied de bataille, en train de combattre cette maladie, que nous saluons en passant pour leur courage. Tous ceux-là qui sont en Chine, à Wuhan, en train de combattre contre cette maladie, tous ceux qui ici en Italie sont en train de combattre cette maladie, tous ceux qui en Afrique éventuellement sont en train déjà de prendre des dispositions pour pouvoir barrer la route à cette maladie. Nous les saluons. Par contre, vous savez, quand il y a un phénomène nouveau, chacun va un peu de soi, chacun pointe un peu le doigt ici et là. Mais bon, quant à moi, Talia Lwemba Bouiti, en tant que simple modérateur dans ce débat qu'il y a eu, je ne pointerai le doigt à personne, mais je pense que l'humain, à travers cette capacité qui fait de lui l'humain, un humain, pourra ensemble, depuis les 5 continents, barrer la route à cette maladie, comme on a su barrer la route à plusieurs maladies. Voilà. Ainsi donc, nous vous saluons, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et bien de choses à vous, depuis Rome en Italie. Au revoir.